What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit, et j'ai le droit de répondre. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances? J'espère que le gâteau était bon. Win, yes, need the no to win, again the no. Je suis le bruit et la fureur. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. C'est de la poudre de perlimpinpin. Jeanne, au secours! Au revoir. Allez, bienvenue dans ce 55e épisode de Divergence sur Divergence Politique avec, comme toujours, nos amis Fabrice Sorlin et Xavier Moreau. Messieurs, comment allez-vous? Ça va. Bonjour Alexis, ça va. Eh ben, c'est parfait. Je vous sens un petit peu malade. Ça, c'est l'hiver russe qui arrive. Ouais. Alors, on a posé la question sur notre Telegram. Vous le voyez tout de suite à l'image. Quel est le thème coup de cœur de nos auditeurs? Vous avez été nombreux à répondre. Vous voyez, ça s'est partagé cette semaine. C'est très partagé, mais on a quand même un sujet qui se détache. C'est la chute finale de Pokrovsk. Donc, on en parlera aujourd'hui dans cet épisode. Épisode qui va être marqué par deux thèmes. Le premier thème, eh bien, on va l'aborder tout de suite. C'est la question de la fameuse grande armée allemande souhaitée par le chancelier Friedrich Merz. Et ensuite, on parlera effectivement de l'Ukraine et de votre coup de cœur, donc ce combat à Pokrovsk. On vous dira tout avec Fabrice et Xavier. Alors, Fabrice, justement, parlons un petit peu de cette fameuse grande armée allemande souhaitée par le chancelier Merz, qui n'a pas d'ailleurs qui ne s'est pas interdit, notamment, l'accès au nucléaire militaire. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Fabrice? On peut en dire en fait que tout le monde essaye d'avancer ses pions aujourd'hui par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Donc il y a un réarmement de l'Europe de l'Ouest, clairement, puisqu'on a entendu aussi Macron nous dire, et plus exactement son chef d'état-major, nous dire que l'armée française devait être prête dans 3 ans. On a donc l'Allemagne qui aujourd'hui parle d'une nouvelle militarisation de son armée, de pourquoi pas du nucléaire, etc. En fait, on sent vraiment qu'il y a aujourd'hui une volonté chez les dirigeants européens, alors plus exactement en fait le trio Angleterre, France, Allemagne, d'arriver tôt ou tard à une guerre avec la Russie. Après ça, c'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on entend, mais je pense qu'il faut quand même prendre un peu de recul par rapport à tout ça et regarder la réalité de la situation. La réalité de la situation, c'est que ni l'Allemagne, ni la France, ni l'Angleterre ne sont en mesure aujourd'hui d'atteindre les ambitions qu'elles se fixent, en tout cas pas dans l'immédiat. Et pas non plus à moyen terme. L'économie allemande aujourd'hui, c'est une catastrophe depuis que l'Allemagne s'est coupée de l'énergie bon marché russe. L'économie française, j'en parle pas. Je pense que tous nos auditeurs savent exactement dans quelle situation elle se trouve. L'économie anglaise n'est pas dans une meilleure forme. Les complexes militaro-industriels de ces 3 pays sont complètement à la ramasse. J'ai vraiment pas d'autres termes. Et puis il y a aussi et toujours se pose le problème de la volonté, de la mentalité des populations, parce que c'est une chose de vouloir construire une armée, d'avoir de l'argent et de construire du matériel militaire, c'en est une autre de former une génération de combattants. Or aujourd'hui, et ça j'ai déjà eu l'occasion d'en expliquer à plusieurs reprises, en Europe de l'Ouest, ça fait 20 ans qu'on nous parle de wokisme, de théorie du genre, de LGBTisme, et c'est pas demain qu'on va envoyer ces générations-là se battre contre des Russes qui en plus sont victorieux sortiront d'une guerre victorieuse contre l'Ukraine. Ça n'a aucun sens. Donc moi, ce que je crois essentiellement, c'est que c'est beaucoup de palabres, beaucoup de menaces, etc. J'en avais déjà parlé sur cette antenne. Il y a une volonté de la part des responsables politiques occidentaux de se créer, de se fabriquer un ennemi, parce que les 3 responsables politiques que je viens de nommer
sont tous les trois dans une situation extrêmement compliquée politiquement. Et en fait, pour se maintenir, ils ont besoin de maintenir la population sous pression et de dire, regardez, je suis là, et si je suis là, c'est parce que je suis votre rempart entre les méchants russes et vous. Et donc, faites-moi confiance, etc. Et c'est ce qui leur permet de se maintenir. Parce que en réalité, leur pire, et je vais conclure ici, la pire des choses qui puissent arriver pour ces gens-là, pour cette caste oligarchique, c'est la fin de la guerre en Ukraine. Parce que la fin de la guerre en Ukraine, c'est leur défaite à eux, et donc probablement la fin de leur carrière politique. Xavier, question technique. Est-ce que l'armée allemande déjà est en capacité d'arriver à ses objectifs assez ambitieux qui ont été annoncés par Friedrich Merz, ou est-ce qu'on en est quand même extrêmement loin? Quel est son poids militaire aujourd'hui, je dirais même au niveau européen? Militairement, ça pèse pas grand-chose, ça doit faire même pas 200 000 hommes. Donc la première question, c'est si jamais il veut monter en puissance, il faut qu'il relance le service militaire. Alors je vois pas demain l'Allemagne accepter de nouveau le service militaire. Donc il y a pas d'armée, il y a pas de soldats, il y a pas d'armée. C'est à peu près pareil dans tous les pays d'Europe de l'Ouest, notamment les plus agressifs que Fabrice a cités. Ensuite, technologiquement, si ça l'Allemagne peut le faire, il y a des pépites qui sont plus que des pépites, c'est des monstres industriels comme Rheinmetall ou Krauss Maffei. Donc ils ont de quoi équiper une armée d'1 million d'hommes. À terme, technologiquement, c'est pas un problème, c'est un gros fournisseur de munitions. En ce qui concerne du nucléaire, ça coûte extrêmement cher d'avoir l'arme nucléaire, il faut pouvoir faire des essais nucléaires. Donc où est-ce qu'ils vont faire des essais nucléaires? C'est la question, parce que ils n'en ont pas du tout. Donc du point de vue, je dirais purement théorique, technologiquement, industriellement, ils pourraient avoir une grande armée. Du point de vue humain, ils ne peuvent pas. Et je rappelle, et je crois qu'on en avait parlé sur cette chaîne, c'est qu'il y a eu un sondage qui disait que 16% des Allemands étaient prêts à mourir pour leur pays. Donc, et c'est l'AfD, l'Alternative für Deutschland, qui est pro-russe. Donc, je partage l'avis de Fabrice que c'est de la mise, comme dirait Laurent Ozon, c'est de la mise sous stress vital de la population pour lui faire oublier la catastrophe industrielle et le déclin industriel allemand. Alors l'AfD, justement, tu me fais une passe magique. Et l'AfD qui a été accusé cette semaine d'être un agent dormant du Kremlin. Fabrice, est-ce que véritablement l'AfD est-elle le cheval de Troie de Moscou à Berlin? En fait, toute personne qui aujourd'hui ne veut pas rentrer en guerre contre la Russie est un agent du Kremlin, quand on les écoute, parce que c'est la même chose en France. Toi, Alexis, Xavier, j'en parle pas, moi-même, on est des agents du Kremlin parce que tout simplement, on utilise les médias qui sont les nôtres pour expliquer qu'il ne faut pas rentrer en guerre contre la Russie, que la France n'a pas à rentrer en guerre contre la Russie, que la Russie ne veut pas rentrer en guerre contre la France et contre les pays occidentaux, et donc ça fait de nous des agents du Kremlin. Évidemment, l'AfD n'a rien à voir avec le Kremlin. L'AfD existait avant l'opération spéciale. L'AfD est un parti nationaliste, un parti de patriotes, ce que nous sommes sur cette antenne, et tout simplement, en fait, on prévient tout le monde et on essaye d'expliquer que la Russie ne veut pas d'une guerre contre l'OTAN, ne veut pas d'une guerre contre les pays occidentaux. Et ça fait de nous, voilà, des agents du Kremlin. Mais évidemment, ça n'a absolument rien à voir. Question, Xavier, finalement, si on recentre sur le volant militaire, est-ce que l'Allemagne essaye de prendre un poids très important au niveau européen, dans un sens politique, en amorçant cette idée d'une grande armée? Est-ce que c'est véritablement le souhait politique de reprendre le lead de manière incontestée sur le continent européen? Je pense que le lead l'a déjà, puisque l'Allemagne, c'est la première puissance économique européenne. C'est elle qui d'ailleurs risque de se retrouver toute seule à devoir faire vivre ce truc infernal. Donc, je pense que oui, effectivement, il y a une volonté de dominer en Europe. Et même si jamais l'AfD arrivait au pouvoir, la situation pour la France serait pas mieux, parce que je pense qu'on aurait un rapprochement germano-russe et une grande puissance allemande qui se rapprocherait de la Russie, et la France serait totalement isolée, y compris en Europe. Elle l'est déjà sur la scène internationale avec les extravagances d'Emmanuel Macron. Donc oui, il y a un risque de montée en puissance et d'isolement français. Juste pour revenir sur l'AfD,
Il faut voir ce que cherche Merz, c'est la dissolution de l'AfD. Ce serait de trouver un prétexte pour dissoudre l'AfD. Ça peut quand même aller très loin. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir regarder. Alors que l'AfD a condamné l'opération militaire spéciale. Il faut pas oublier. Et ensuite, elle n'a jamais appelé à soutenir la Russie. Encore une fois, les nationalistes dans toute l'Europe qui sont en train de monter en puissance, sauf malheureusement en France, sont pas des partis qui veulent prendre la partie de la Russie. Ils veulent juste rester neutres. C'est ça qui est quand même terrible. Donc, ça veut dire quoi être agent de la Russie? Agent de la Russie pour que l'Allemagne reste neutre, c'est pas ça, c'est pas sérieux. Mais c'est un prétexte. Effectivement, il a été utilisé en Roumanie, en Bulgarie, en Tchéquie il y a pas longtemps. Donc le prétexte de l'ingérence russe, et ça va être encore utilisé. Et en France, même le Front National, le Rassemblement National, il y en a qui arrivent à dire que c'est un agent russe alors que c'est un parti hyper hostile à la Russie. Allez, fin de ce premier sujet, ce premier thème. Tout de suite, petite publicité et on passe au deuxième thème. Eh bien, ça va être un thème assez long. C'est la question de la situation sur le terrain en Ukraine. Et puis, on parlera bien entendu de votre coup de cœur, votre thème coup de cœur, la situation sur le terrain à Pokov. Nous sommes en guerre. Chercher l'argent là où il se trouve. Il y a un autre endroit où il se trouve, mes chers collègues, c'est dans l'épargne des Français. Et voilà. Donc, si vous voulez sécuriser votre épargne, si vous voulez investir dans une zone qui est sûre et dynamique, n'hésitez pas à regarder en commentaire de cette vidéo les liens pour pouvoir nous contacter, pour pouvoir venir ouvrir un compte bancaire éventuellement en Russie, à Moscou. Eh bien, Divergence Service, en tout cas, sera ravi de vous accompagner. Est-ce que, Xavier, Fabrice, est-ce que vis-à-vis de la situation économique en Europe et particulièrement en France, est-ce que c'est un bon choix de venir sécuriser son épargne en Russie ? C'est toujours une bonne chose de mettre son argent dans un pays qui aujourd'hui a un leadership reconnu mondialement et dont l'économie reste stable malgré les sanctions. Donc, qu'est-ce que ça sera lorsque la victoire sera totale et qu'une partie des sanctions ou toutes les sanctions seront levées? On est d'accord. Allez, deuxième thème donc, c'est notre fameux thème sur l'Ukraine. On l'a découvert hier soir. On est samedi matin là, samedi midi à l'heure où on enregistre cet épisode. Ce vendredi, Donald Trump recevait notamment Viktor Orban à Washington. Ils ont parlé de la question de l'Ukraine et ils ont dit qu'il faudrait un miracle pour. Alors là, c'est les mots dans le texte, un miracle pour l'Ukraine pour pouvoir gagner cette guerre. Fabrice, est-ce qu'il faut vraiment un miracle ou est-ce que c'est encore possible foncièrement sur le terrain une victoire de l'Ukraine? Là, faudrait vraiment un grand miracle. Là. Et je pense que si jamais la Russie et l'Ukraine gagnent, je pense que là, c'est des millions de personnes qui se convertiront parce que un miracle comme celui-ci, c'est une fois par siècle. Non, mais plus sérieusement, il y a aujourd'hui, si on fait une analyse juste de la situation, il n'y a aucune ressource aujourd'hui en Ukraine qui permettrait de pouvoir retourner la situation. Ni les ressources humaines, ni les ressources financières, ni les ressources au niveau du matériel. Surtout que là, ils sont en train de perdre 2 villes importantes dans lesquelles sont bloqués non seulement des soldats, mais aussi pour des dizaines, voire des centaines de millions de matériel moderne. Et puis le drame absolu de l'armée ukrainienne, et ça on le voit régulièrement, quasiment tous les jours. Pour ceux qui s'y intéressent, on voit des vidéos. Les commissaires militaires vont aller chercher partout où ils peuvent des pauvres civils comme ça qui se baladent. On a vu, je crois que c'était la semaine dernière, un prof de sport qui faisait cours dans son école. Ils ont été le prendre, ils l'ont chopé, ils l'ont mis, ils kidnappent en fait les personnes. Ce qui prouve bien aujourd'hui qu'ils sont dans une détresse absolue parce qu'il n'y a plus de ressources humaines. Et
la population, et ça c'est encore plus important, la population ukrainienne, elle est excédée aujourd'hui. Et il n'est plus rare de voir des habitants, des civils ukrainiens tirer sur ces commissaires militaires pour empêcher de kidnapper des civils. Donc non seulement il y a un ras-le-bol de la population civile, mais en plus il n'y a plus assez d'hommes sur la ligne de front. C'est terminé. Alors après, quand est-ce que ça sera terminé, c'est difficile à dire, mais quand même, on n'a jamais été aussi proche, si je puis dire, même si c'est une lapalissade. On sent que là, tout est en train de s'accélérer, avec notamment la chute à venir de Pokrovsk. Xavier, pardon. On a appris dans cette conférence de presse quelque chose d'intéressant avant de rentrer effectivement sur la question de Pokrovsk. On a appris que finalement la rencontre qui nous semblait complètement annulée entre Poutine et Trump en Hongrie, finalement pourrait avoir lieu. Ça a été abordé dans le dialogue. Ils ont dit, eh bien oui, ça pourrait avoir lieu, pas tout de suite, mais dans quelques temps, et en confirmant que si ça avait lieu, ça aurait lieu avec Viktor Orban, toujours en Hongrie. C'est positif, ça ? Oui, oui. Alors, il faut être toujours très prudent avec les déclarations de Donald Trump parce que on sait ce que ça vaut. Mais cela dit, il y a quand même des choses concrètes. Par exemple, le fait que les États-Unis ne donnent plus un kopek, plutôt plus un cent à l'Ukraine. Donc ça, c'est de toute manière, c'est le problème principal. C'est ce qui fait que, effectivement, non seulement il y a plus d'hommes, non seulement il y a de moins en moins de matériel, mais il y a plus d'argent. Et là, la question de l'argent n'est toujours pas résolue. Sera-t-elle résolue les 18 et 19 décembre en volant les actifs russes? On n'en sait rien. Mais effectivement, c'est plutôt encourageant. Ce que je pense, moi, ce que j'ai analysé déjà il y a quelques semaines, c'est que Donald Trump a compris que les Russes avaient gagné. Donc les Russes ont gagné le 24 février 2022. Mais que là, la victoire russe était de plus en plus proche, étant donné les raisons que je viens de donner et l'effondrement du front, on va en reparler, pas qu'à Pakrovsk, hein, dans la totalité du front. Eh bien, en fait, finalement, Donald Trump attend que les Européens, Zelensky, viennent le voir en disant, bon, ok, on est d'accord pour les conditions des Russes, comment est-ce qu'on fait pour pas perdre la face? C'est ça, en fait, qu'est en train de nous annoncer Trump. Ça veut dire que lui et son administration ont compris que les Russes ont gagné la guerre. Et c'est quand même une avancée notable. Alors, autre information qui est parue cette semaine, qui est tout aussi étonnante, c'est la fameuse Willing Army. Alors, Willing, c'est en français, ce serait l'armée des volontaires ou de ceux qui s'autodésignent pour aller se battre en Ukraine. Ça a été amorcé notamment par Starmer, donc le Premier ministre anglais, qui a dit que l'armée anglaise, britannique, pourrait aller concrètement sur le terrain se battre. Côté polonais, on a fait un appel à, je crois, 100 000 volontaires. Fabrice, qu'est-ce qui se passe là? Finalement, il n'y a pas de volonté européenne commune d'aller se battre sur le front, donc il y a des volontés individuelles de quand même trouver une solution pour pouvoir prolonger ce combat? Alors, il faut noter d'abord que depuis le début du conflit, il y a des mercenaires, parce qu'en fait, la Willing Army, si ce sont des volontaires, en fait, ce sont des mercenaires. Ils viennent pas juste gratuitement, ils vont être payés. Il y a des mercenaires, en fait, qui se trouvent en Ukraine depuis très longtemps. Aujourd'hui, je crois que ce sont essentiellement des Sud-Américains qui se trouvent là-bas, mais il y a déjà des Polonais, il y a déjà des Anglais et des Français aussi, d'ailleurs. Donc là, on est dans la continuation de ce qu'on trouve depuis le début, c'est-à-dire beaucoup de palabres. On va voir ce que ça va donner. Moi, j'y crois pas du tout à ces 100 000, le chiffre de 100 000 que tu viens d'évoquer. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'armée russe a déjà averti tout le monde plusieurs fois sur le fait que les mercenaires sont ciblés prioritairement. Ils l'ont fait, on se souvient à Odessa notamment, un rassemblement de mercenaires je crois que c'était dans un hôtel qui a été entièrement détruit, ou des camps d'entraînement même à l'ouest, complètement à l'ouest, près de Lvov en Ukraine, qui ont été détruits, etc. Les Russes vont systématiquement aller taper prioritairement les mercenaires pour leur passer l'envie, le goût d'aller faire un safari anti-russe en Ukraine, parce que malheureusement, au démarrage de la guerre, c'est ce qui s'est passé. Ces volontaires-là, ils sont allés en pensant
que ce qu'il lisait dans les médias mainstream était vrai, c'est-à-dire que l'armée russe était en lambeaux et que ça allait être une balade dominicale. En réalité, ça c'est pas du tout produit comme ça, et c'est pourquoi, en fait, il y a eu un arrêt par rapport au nombre, par rapport à l'afflux de volontaires. Là, ils essaient de relancer cette histoire, mais je crois pas que ça marchera. Et même si ça devait marcher, même s'il devait en envoyer quelques milliers, qu'est-ce que ça changerait alors que Vladimir Poutine a dit que sur la ligne de front, il y avait actuellement 700 000 soldats russes. Est-ce que ce sont 5 000 ou 10 000 mercenaires de plus ou de moins qui vont changer la situation? Absolument pas. Alors, Xavier, ceci étant, on ne parle pas que de mercenaires, parce que côté anglais, on parle clairement de l'armée d'Angleterre, l'armée du Royaume-Uni. Là, on ne parle pas de volontaires. Donc, est-ce qu'on peut imaginer les soldats anglais aller se battre? Est-ce que c'est quelque chose de crédible ou non? À l'instar des Français, de l'armée française, il y aurait un barrage de soldats. Ouais, le seul moyen qui ferait que les Anglais pourraient débarquer sur le territoire ukrainien et avoir une action qui serait d'ailleurs pas militaire, plutôt d'interposition, c'est si jamais il y avait une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies et qui autorise le déploiement de troupes en Ukraine sur le modèle de ce qu'on fait par exemple au Liban avec la FINUL où j'ai eu où j'ai servi en 1996, je crois. Donc ça, voilà, ça ce serait une possibilité, mais je pense que les Russes n'accepteront pas, même si jamais il y avait une force d'interposition en Ukraine, qu'elle soit composée par des pays de l'OTAN, puisque c'était le but de l'opération militaire spéciale. Donc j'y crois pas. Je pense qu'en fait c'est plutôt une volonté de la part de Starmer d'essayer de mettre l'Angleterre toujours, on va dire, parmi les pays qui seront là au moment des négociations de la reddition de l'Ukraine, puisque c'est ça dont on parle. Et donc en faisant monter je dirais la pression pour dire qu'attention, c'est quand même nous qui sommes les meneurs dans cette affaire. Et le rôle de l'Angleterre est très important. Maintenant que les États-Unis se sont retirés du conflit, de facto, finalement, c'est l'Angleterre qui est d'ailleurs le pays qui le pousse le plus à continuer la guerre, qui organise les opérations de drones, d'attaques de drones en mer Noire, qui organise les opérations terroristes sur le le territoire russe et qui pousse vraiment la guerre jusqu'au bout. Donc, je pense que ça n'a pas vraiment tellement signification militaire parce que, pareil, encore une fois, l'Angleterre n'a pas les moyens, mais c'est plus une volonté politique de montrer que, comme nous sommes les plus radicaux dans ce conflit, en dehors de Zelensky, mais parmi les acteurs européens, c'est avec nous qu'il faudra traiter. Et en essayant à tout prix que le conflit se prolonge. Je te garde sur la question, justement pour la question politique en Angleterre. Starmer, qui est en grande difficulté politiquement au Royaume-Uni, avec une montée extrêmement forte de Nigel Farage, qui lui serait pas du tout dans ce type d'opération ou ce type de discussion politique, notamment sur la question du conflit russe et avec la Russie. Donc là, est-ce que c'est vraiment une volonté du Premier ministre anglais, de Starmer, voilà, de se mettre en opposition politiquement à Farage? Je crois qu'il est Starmer, c'est l'homme je dirais, de l'État profond anglais, c'est-à-dire que il est sur la même position qu'étaient ses prédécesseurs, que ce soit Liz Truss, Johnson, j'ai oublié le nom de celui qui était juste avant lui, d'origine indienne là. Peu importe, il est dans cette continuité, c'est-à-dire une hostilité ouverte à la Russie qu'on considère de manière un peu anachronique. C'est comme si on a l'impression que l'Angleterre se croit au 19e siècle et qu'elle veut empêcher la Russie d'avoir accès au détroit. Donc, mais qui se voit un peu comme le leader anti-russe en Europe. Je pense que c'est ça. Et on a maintenant toujours cette poussée nationaliste dans toute l'Europe, sauf en France, où comme tous les nationalistes en Europe ne veulent pas faire la guerre pour l'État profond, pour des intérêts qui sont pas ceux du pays. Et Farage, faut bien se rendre compte que s'il y avait des élections demain en Angleterre, il prend 70% de la Chambre. Hein. C'est aussi simple que ça. Il est en train de battre des records et même si d'ailleurs dans son interview qui était très intéressante sur Bloomberg, il a été très prudent sur la question russe. On voit très bien que lui, c'est pas un sujet pour lui. Un sujet pour lui, c'est les problèmes de politique intérieure, c'est-à-dire l'immigration, le déclin économique de l'Angleterre, etc., etc. Donc effectivement, je pense que au contraire, ce que fait Starmer, c'est de rappeler à tout le monde que lui, il est sur une ligne belliciste
et qu'il défend la City. Il y a la Lloyd, l'assurance qui assurait les cargos, qui est furieuse parce que maintenant il y a des centaines de bateaux tankers qui sont assurés par d'autres assureurs. Je parle des tankers russes, donc ce qu'on appelle d'ailleurs mensonger la flotte fantôme. Elle est pas fantôme du tout. C'est pas parce que t'es pas assuré par la Lloyd que t'es fantôme. Et donc effectivement, il y a toute une partie de l'establishment anglais de la City qui est furieux de voir que ce que nous sommes tous en train d'observer, c'est-à-dire la victoire russe qui paraît inéluctable. Voilà, donc il va y avoir une radicalisation. Il y aura une radicalisation chez Starmer, chez Macron, chez Merz. Merz qui a fait des déclarations disant jamais je ne m'allierai avec l'AfD, alors que la base de la CDU-CSU veut s'allier avec l'AfD. Donc voilà, il va y avoir une radicalisation chez ces dingos. Faut s'y attendre. Alors justement, en parlant maintenant du terrain et de Pokrovsk, on l'affiche là à l'écran. On nous a dit, on nous a parlé il y a quelque temps d'une contre-offensive ukrainienne. Finalement, la contre-offensive, on se retrouve d'une contre-offensive à une situation extrêmement périlleuse sur le terrain, notamment avec une ville aussi importante, puisque Fabrice, tu vas nous en parler. C'est un nœud stratégique militaire, Pokrovsk, dans la défense, dans la ligne de défense ukrainienne qui a été constituée dans le Donbass. Où on en est véritablement sur le terrain. Là, on affiche, vous voyez, l'humanité, on affiche RFI, on met vraiment les médias de grand chemin qui sont de moins en moins, vous le voyez dans les titres, rassurés sur la situation de la ville du Donbass. Oui, la situation, alors ça c'est quand même assez étonnant parce que on a d'un côté Zelensky qui continue à essayer de rester optimiste. On sait pourquoi, il a besoin de continuer à rassurer ses sponsors. Mais par contre, on voit quand même que malgré tout, quand ça arrive sur les médias, même les médias de grand chemin français, plus personne n'y croit. En réalité, la situation est catastrophique pour l'armée ukrainienne à Pokrovsk. Elle est quasiment encerclée. Et surtout, ce qui se passe à Pokrovsk, c'est qu'il y a énormément de soldats russes. Les Ukrainiens eux-mêmes parlent d'un ratio de 1 à 3. Et puis, ce sont les drones russes qui aujourd'hui sont en train de gagner la bataille de Pokrovsk. Alors maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de savoir un petit peu quelle va être la stratégie de l'armée russe sur cette ville. Est-ce qu'ils vont décider de faire comme à Azovstal, comme à Mariupol, c'est-à-dire complètement encercler la ville et puis attendre la reddition de tous les soldats ukrainiens, ou est-ce qu'ils vont continuer à laisser un petit goulot d'étranglement pour faire venir des renforts, du matériel, des munitions, des hommes, etc., afin de continuer à détruire le potentiel militaire de l'armée ukrainienne. C'est ça qui va être intéressant parce qu'on a l'impression que quoi qu'il arrive, que Zelensky n'apprend pas de ses erreurs. On a vu à Bakhmout, c'est ce qui s'était passé. Bakhmout, la Russie aurait pu finir la guerre, plutôt la bataille plus rapidement, mais ils avaient fait exprès pendant des semaines et des semaines de laisser ce petit goulot d'étranglement pour laisser l'état-major ukrainien envoyer du renfort et détruire toute la puissance de l'armée ukrainienne. Là, on voit que malgré tout, Zelensky est en train de continuer à faire la même erreur. Donc peut-être que l'armée russe va se dire, ça vaut le coup de maintenir cette ville dans cet état-là pour continuer à affaiblir le potentiel militaire ukrainien. Xavier, on le voyait sur cette vidéo qu'on diffuse à côté, la décoration par le président ukrainien Zelensky de soldats ukrainiens. Alors, il n'y a pas de nazis, bien entendu, en Ukraine. Mais curieusement, lorsqu'on a zoomé sur les badges, on s'est aperçu qu'il y avait des symboles qui n'étaient pas visiblement les symboles du secours social ou d'associations bienveillantes et humanitaires. Plus sérieusement, on a parlé également dans les médias de grand chemin européen d'une contre-offensive de l'armée ukrainienne pour désenclaver justement ces soldats qui étaient pris au piège. Est-ce que c'est réel ou est-ce que non? Comme dit Fabrice, effectivement, ils sont bel et bien dans une situation qui est extrêmement précaire. Alors c'est vrai qu'il y a des tentatives d'offensive au nord en fait de la zone dont on parle, mais elles ont toutes été contenues et je suis assez d'accord avec l'analyse de Fabrice. Je pense que ce qu'on observe depuis, je dirais pas vraiment depuis Bakhmout, mais depuis par exemple Avdiivka.
C'est-à-dire que quand les Russes progressent, réussissent une percée, immédiatement ils construisent des positions défensives, et s'ils voient que Kiev déclenche une offensive, eh bien ils s'arrêtent et ils détruisent cette offensive. Le but russe, avant tout, c'est la destruction du potentiel militaire ukrainien. Donc ce que l'on voit effectivement arriver au nord en fait de l'agglomération, c'est une agglomération Pakrovsk-Mirnograd, eh bien c'est ça, c'est les offensives vers le nord pour débloquer. Pour l'instant, d'après l'analyste que je suis le plus, qui est Yuri Podolaka, ça ne donne rien. Et au contraire, c'est une avalanche de bombes planantes qui détruisent, qui font des véritables carnages dans les troupes otano-kieviennes. Cela dit, Pakrovsk est tombé quasiment. Ce qui reste, encore une fois, c'est Mirnograd. Mirnograd est encore plus à l'est et encore plus au fond du chaudron que Pakrovsk. Pakrovsk, finalement, aujourd'hui, c'est plutôt un verrou qui va empêcher alors, Poutine avait annoncé 5500 soldats ukrainiens. C'est difficile à dire combien il y en a maintenant, parce qu'il y en a quand même qui réussissent à s'échapper, même s'ils se font laminer. Et en fait, effectivement, c'est un peu le fromage sur la souricière. Zelensky, je pense, veut tenir, je le disais tout à l'heure, d'ici jusqu'au 18-19 décembre, où là, la décision sera prise de voler ou non les actifs russes. Ou alors, il y aura une décision qui devrait être prise de financer pour trouver les 60 milliards qu'il faut pour l'année prochaine. Donc, ce que ne veut surtout pas Zelensky, c'est avoir à annoncer une perte d'une ville aussi symbolique, et en même temps, qui est un nœud stratégique de Pakrovsk, de Kupiansk, parce qu'il n'y a pas que ça. Encore une fois de plus, je pense que les commentateurs ont tort de se focaliser sur Pakrovsk. Ça bouge dans tous les sens. C'est la totalité du front qui est en ébullition. Et d'ailleurs, si les Russes voyaient tout d'un coup qu'à Pakrovsk que ça résiste trop, ils vont regarder où les renforts ont été pris par Kiev. Tiens, c'est Konstantinovka. Et ben dans ce cas, on accélère à Konstantinovka, et ainsi de suite. C'est ce qu'on observe depuis des mois, c'est que les Russes jouent avec la ligne de front en attirant les réserves pour obliger Kiev, le général Syrski, à retirer des réserves et pour les envoyer ailleurs. Donc on a d'un côté donc des Russes qui ont parfaitement compris que le marketing prime la stratégie. Donc c'est-à-dire que Zelensky est prêt à sacrifier de bonnes troupes, de faire des opérations spectaculaires. On l'a vu avec cette opération aéromobile stupide qui a été lancée par Boudanov, le chef du renseignement militaire. On a d'un côté donc Zelensky qui veut absolument faire du marketing pour continuer à être sponsorisé, Fabrice l'a bien dit. Et de l'autre côté, on a des Russes qui ont parfaitement compris que ça fonctionne comme ça. Et donc qui jouent avec Zelensky au prix de milliers de morts ukrainiens qui sont jetés dans le chaudron, avec encore une fois la supériorité de puissance de feu russe qui est sans commune mesure, qui peuvent envoyer des bombes extrêmement puissantes et pas chères et de plus en plus loin, donc et de plus en plus précises. Donc ça, c'est ce qui est important de voir. Faut pas rester focalisé sur Pakrovsk, c'est l'ensemble de la ligne de front qui est en ébullition. Fabrice, dernier mot, parce que je sais j'ai promis de te libérer maintenant quasiment. Donc en 1 minute, qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est quoi l'étape d'après Pokrovsk? Ce qui est intéressant sur cette zone, et notamment la ville de Pokrovsk, alors Xavier me corrigera si je me trompe, mais cette ville est extrêmement intéressante stratégiquement parce qu'elle est en hauteur. Et derrière, en fait, ça va permettre à l'armée russe d'avoir une visibilité sur au moins les 25 ou 30 prochains kilomètres et d'avoir en fait un appui qui surplombe le reste. Et il me semble que c'est le dernier bastion avant les deux grandes villes que sont c'est Slaviansk et Kramatorsk derrière. Oui, Donc derrière, voilà, il y a plus grand chose qui va séparer l'armée russe de ces deux derniers bastions. Et puis ensuite, voilà, on pourra quasiment dire que le Donbass est libéré. En fait, ce qu'on peut dire, si tu me permets de rajouter par rapport à Pakrovsk, c'est que ça permet à l'armée russe de contourner Slaviansk et Kramatorsk. Et on voit, c'est ce que les Russes font. Pakrovsk et Mirnograd ont été encerclés. Le but, c'est de pas lancer des assauts frontaux qui sont coûteux en vie humaine et qui, d'ailleurs, de ce qu'on voit des vidéos, Pakrovsk est beaucoup moins détruite que n'a pu l'être Avdiivka ou Bakhmut. Ou même des villes comme Vovchansk plus au nord. Donc ça, effectivement, Fabrice a raison, ça permettra de passer par l'ouest
de passer sur le flanc de Slaviansk et Kramatorsk, d'encercler ces villes, puisqu'en même temps il y a l'armée russe qui approche par le nord à Krasny Liman. Donc ça c'est une première chose. Et deuxièmement, après Pakrovsk, c'est de la steppe complètement ouverte. C'est-à-dire que là, l'armée russe aura franchi les lignes de défense du Donbass dans la région la plus densément peuplée, la plus densément urbanisée, la plus densément industrialisée, donc qui offrait pas mal de zones de défense. C'était le plan otano-kievien en 2022. Et donc à partir de là, les Russes arrivent dans des zones beaucoup plus ouvertes géographiquement, beaucoup moins peuplées, même s'il y a des lignes de défense qui ont été préparées, elles vont se prendre des bombes planantes de 3 tonnes dessus et ce sera de la bouillie en dessous. Donc en fait, la guerre va complètement changer. On est à un tournant parce qu'il y a plus d'argent. Je viens de le dire, on verra ce que ça va donner le 18-19 décembre, parce que le paysage est en train de changer et que en plus l'armée russe a monté en gamme à un point assez incroyable, tandis que l'armée ukrainienne baisse de niveau. J'en ai parlé dans mes bulletins. On le voit notamment cette obstination à se regrouper alors qu'on a porté de tir pour faire des remises de médailles. On a vu ça à Dniepopetrovsk la semaine dernière, avec un Iskander qui tape. Il y avait 300 personnes réunies pour une remise de médailles. Donc on a une baisse du professionnalisme otano-kievien, un état-major toujours aussi incompétent, qui est incapable d'organiser une retraite en bonne et due forme, donc qui laisse c'est Festung Befehl fin 1943 d'Adolf Hitler. Toutes les villes deviennent des forteresses, ce qui est absurde, ce qui a provoqué des catastrophes pour l'armée allemande en 1944. Eh bien, les mêmes raisons, les mêmes causes ont les mêmes conséquences, et donc en fait là, on est sur un moment vraiment dans tous les domaines, humain, équipement, stratégique et je dirais le paysage, la géographie. On est à un tournant du conflit, incontestablement. Et ben voilà, ce sera notre mot de la fin. On est à peu près dans les temps qu'on s'était fixés, messieurs. 1000 fois merci. Je rappelle très rapidement du coup que vous pouvez suivre Fabrice Sorlin sur son canal. C'est noté à côté de sa vidéo. Donc sur la barre de recherche Telegram, vous tapez Fabrice Sorlin en attaché et vous arrivez sur son canal. Beaucoup d'informations sur l'actualité géopolitique en Ukraine, mais pas que, dans beaucoup de zones mondiales chaudes. C'est l'actualité cette année, et ce sera pareil probablement en 2026, une actualité assez tendue à l'international. Xavier Moreau, bien entendu, vous le suivez sur son canal Stratpol avec son bulletin d'information hebdomadaire, donc qui sort tous les vendredis matins, si je dis pas de bêtises, Xavier, et tous les vendredis soirs en direct sur RT en français. Et ben voilà, j'ai tout dit pour présenter votre semaine. Nous, on se retrouve sur Divergence dès mardi soir avec Thierry Marani, dès mercredi avec Claude Janvier, dès jeudi avec Nicolas Mirkovic, et puis dès dimanche soir prochain avec la même équipe. Xavier Moreau, Fabrice Sorlin, merci et bonne semaine à toutes et à tous. Au revoir.